Bonjour Leïla. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour nous parler de ton parcours qui, j'en suis sûre, va inspirer beaucoup de personnes qui cherchent leur voie, une voie qui a du sens. Pour commencer cette interview sur ton parcours, pour connaître ton histoire, est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'où est-ce que tu viens, tes origines, tes racines? Oui, alors moi j'ai grandi à la campagne. J'ai un papa qui était agriculteur, une maman infirmière. J'ai grandi entourée de ma famille et j'ai vraiment des valeurs familiales fortes puisque c'est pas seulement autour de mon noyau familial restreint que j'ai grandi, mais avec ma famille plus élargie aussi, mes oncles et tantes, mes cousins, cousines, mes grands-parents qui vivaient d'ailleurs tout à côté de chez moi. Et j'ai une petite sœur aussi qui a une importance forte dans ma vie. Euh, voilà le cadre général, vraiment une vie à la campagne, une vie plutôt douce, où, voilà, où j'ai aimé vraiment grandir entourée des miens. C'est vraiment ça que je retiendrai sur mon enfance et sur comment sont mes racines, les débuts. Et tu étais dans quelle région? Tu viens de quelle région? Je viens de la Bourgogne, d'un département qui est la Nièvre, petit département un Mhm. peu déserté. Super. Et si on revient un petit peu sur donc ton parcours, au niveau de tes rêves d'enfant, quels étaient tes rêves de métier enfant? Oui. Alors, si je repense vraiment aux rêves d'enfant, je jouais beaucoup à des jeux de rôle, donc au Playmobil surtout, aux Barbie, aux poupées. Et souvent, ce qui revenait avec les Barbie, je me rappelle monter une tente rouge et me dire, c'est la Croix-Rouge. En gros, j'accueille vraiment les personnes que je mets à l'abri, ben, soit de dangers potentiels, de problèmes extérieurs, ou à l'abri parce qu'il fait froid dehors. Et enfin, je me rappelle m'être projetée assez vite comme ça, en tout cas dans l'aide. Après est venu aussi, on construisait beaucoup avec les cousins, cousines, les copains, copines, euh, des orphelinats dans le sous-sol de la maison. L'été, enfin, on passait des semaines à jouer à l'orphelinat. Et enfin, ouais, c'est un peu dur de le dire comme ça, mais vraiment, on recueillait les enfants qui étaient seuls. Et ça, c'était vraiment chouette. Et pour moi, de le fédérer autour de copains, copines. Et puis, j'ai beaucoup joué à la maîtresse aussi. Moi, c'est quelque chose dans lequel je me projetais. Un peu plus tard, il y a eu euh, l'idée je crois, ouais, kinésithérapeute. C'est venu un petit peu plus tard. Mais en tout cas, c'était toujours dans l'idée d'être dans le soin de l'autre. Ça passait pas toujours du coup par le soin physique, mais ça passait par l'écoute ou par l'accompagnement à grandir, comme le métier de prof des écoles, quoi. Mhm. Voilà. Waouh! Donc entre prof des écoles, accompagnement de l'humain, maîtresse, Ouais. comment ça s'est passé au niveau de tes choix d'orientation? Alors là, je crois que j'ai été un peu rattrapée par mon histoire, par mon entourage familial aussi. Et je suis pas certaine d'avoir fait un choix vraiment en conscience. Enfin, même si, enfin, si, je l'ai choisi. Mais du coup, voilà, il s'est imposé à moi parce que peut-être que je le devais, justement par mes envies d'enfant, mais aussi parce que j'avais comme représentation autour de moi. Et je suis entourée d'infirmiers, d'infirmières, de profs des écoles, d'instit. Et donc, je crois que c'est la voie naturelle vers laquelle je me suis dirigée. Donc, j'ai même passé le concours d'infirmière en me disant, parce que ma maman était infirmière, et je me disais, alors voilà, je ne sais pas si je l'ai fait vraiment par loyauté, si vraiment je le voulais. Je crois pas que je le voulais vraiment, parce qu'en plus, je n'ai pas été reçue, donc j'avais pas très envie, je me rappelle. Et puis, ben, en fait, je savais pas trop, et donc j'ai fait un lycée littéraire, une première littéraire, un bac littéraire, parce que vraiment, j'étais attirée par les lettres, et c'est ce qui me passionnait le plus. Et je me disais, je suis nulle en maths, parce que c'était un petit peu aussi ce qu'on répétait globalement dans la famille, alors que je crois que j'étais pas si nulle que ça, mais je m'étais mis un peu ça en tête. Et finalement, arrivée au bac, je savais pas trop aller, et je suis allée en fac de droit en me disant, bon, bah, ça pourra réunir un peu de justice, un peu de social malgré tout. Et cette année-là m'a fait mûrir sur le fait d'oser des concours. Et le concours d'assistante sociale enfin, c'est imposé vraiment comme étant le juste équilibre entre bah,
continuer un petit peu de réfléchir. Il y a beaucoup de réflexion autour de ce travail qui est un engagement aussi parfois politique, mais qui est un engagement humain. Et Mm. puis aussi dans la manière concrète d'aider l'autre par des actions très concrètes. En étant assistante sociale, on est sur le terrain. Donc j'ai passé le concours et voilà, je l'ai eu. Mais du coup, je ne sais pas combien, enfin, mon espace a été enfin, combien j'ai pu avoir de liberté dans ce choix-là. Est-ce que voilà, mon environnement familial, mon entourage, je pense, a été un gros déterminant sur le choix que j'ai fait. Oui, bien sûr, bah, ça joue, hein, forcément. Il y a des influences. Mais en tout cas, tu t'es retrouvée à la croisée entre ce qui t'animait déjà enfant, c'est-à-dire le soin, le social, l'humain, et en même temps, de toute façon, la justice, ça reste du «soin» entre guillemets, Mm. pour l'humain. On le soigne de par le fait qu'on cherche toujours à défendre ses droits. Mhm. Donc tu étais à la croisée de tout ça et avec les lettres, donc la possibilité aussi d'avoir de l'éloquence, hein, de défendre les gens, de pouvoir leur échanger avec eux. Super, donc tu as eu ton concours d'assistante sociale. Tu l'as eu, donc ça a duré combien de temps au niveau, c'est un concours, donc tu étais en faculté de droit et tu as passé ce concours. C'est un concours qui, c'est quoi? C'est un QCM? Est-ce qu'il y a des cours de préparation spécifiques à ce concours? Alors moi, j'avais pas fait de prépa. Effectivement, il y a des prépas au concours. Euh, Mmh. Moi, du coup, je me suis dit qu'avec mon année de droit qui s'était bien passée, enfin, je me suis vraiment épanouie dans cette année de droit aussi. Je m'étais dit que j'irais comme je suis là à ce moment-là. Donc, c'était un concours d'abord à l'écrit. Pendant 4 heures, il y avait une synthèse de documents. Et puis, une épreuve aussi de dissertation autour d'une problématique sociétale. Et puis, dans un deuxième temps, il y avait un oral qui se passait en présence d'un psychologue et d'un professionnel de terrain, donc assistante sociale ou éducateur spécialisé. Voilà. Donc il y avait deux professionnels qui, je crois, venaient vers moi voir aussi, du coup déjà les motivations, mais aussi voir en termes d'équilibre, en termes Mmh. de, de posture, si du coup, enfin voilà, si on était déjà en posture de sauveur, voilà, peut-être qu'on irait vite à l'échec parce que difficile de sauver le monde quand on ne peut pas. Dans tous les cas, puis c'est un peu prétentieux de vouloir le faire, mais du coup, il y a un petit tri quand même qui est fait au départ Mmh. pour vraiment être au clair, enfin aussi à mettre des gens qui sont prêts à s'investir dans une formation qui est éprouvante sur bien des points quand même. Parce que ça Waouh. vient remuer ce qu'on est soi aussi quand on se Mmh. confronte à l'autre, à la précarité, à la vulnérabilité, à la maladie, aux difficultés, ça vient forcément toucher ce qu'on est soi et voilà, j'ai un peu dévié, mais Non, mais c'est très bien, c'est super intéressant. Je vais rebondir après sur ces sujets. Et du coup, si on fait le pont entre ce concours que tu as eu et donc tes premiers pas au niveau professionnel. ouais. Il y a eu vraiment un gap Mmh. parce que du coup, enfin ouais, je suis arrivée vraiment, surtout avec des préceptes théoriques. Enfin, c'est vrai qu'en première année de droit et puis globalement, je suis quelqu'un de très scolaire et donc enfin, du coup, j'avais ce qu'était la théorie et puis après, quand on se retrouve face à l'humain, en fait, il faut souvent se redécentrer, respirer un coup et se dire bon, en fait, je sais des choses, mais là, juste, j'ai à écouter. Et en Mmh. fait, c'est cette posture d'écoute surtout qui. Enfin, en fait, je crois que c'est l'essentiel de ce que je retiens de ma formation. Mmh. Et c'est ce qui m'a sauvée dans mes premiers pas, ce qui m'a sauvée, enfin, ce qui vraiment m'a permis de tenir cette posture d'aide, c'est Mmh. vraiment de savoir écouter. Et savoir écouter, en fait, c'est pas si simple. Enfin, c'est pas. Parce que quand on s'est bien écouté, après on s'est reformulé et on sait Mmh. remettre l'autre aussi face à sa problématique, face à ses Mmh. responsabilités, mais aussi face à ses solutions potentielles. Oui. Et, euh, et donc vraiment, ça a été un apprentissage long. Alors ça nécessiterait d'en parler des heures de ce que c'est que l'écoute. Mmh. Mais vraiment, du début de ma formation à mes premiers pas, ça a vraiment été l'écoute Mmh. qui a changé. Je crois que avant, alors bien sûr, je savais écouter comme
mais j'ai vraiment appris à écouter. Et c'est vraiment ce qui a changé quand je suis rentrée dans le monde du travail en étant professionnelle, du social, en étant assistante sociale. Et, euh, et oui, c'est ce qui m'a vraiment permis, je crois toujours, de me décentrer aussi, parce que quand on sait écouter aussi, on sait comprendre que ce n'est pas soi qui du coup doit trouver la solution, ce n'est Mhm. pas soi du coup qui va sauver le monde, mais qu'on est là en fait pour accompagner à la reformulation de, hein, de ce qui pose problème à cet instant T. Mhm. Que la personne puisse puiser en elle pour trouver sa propre C'est aussi, solution. Donc, tu es ouais, un tout peu à un guide, d'une certaine manière, qui va aller chercher à l'intérieur de fait. Ouais. l'autre, en tout cas l'aider à faire émerger cette solution. Et en termes de, quand je disais aussi au niveau du pont, c'est-à-dire que tu es sortie d'école, est-ce que tu as eu un premier emploi très rapidement? Quel a été ton premier job? Oui, oui, ça s'est fait assez rapidement. J'ai pris mes Mhm. 2 mois d'été. Je crois que le diplôme d'État était début juillet et j'ai commencé le 3 septembre. Euh, donc voilà, j'avais pris mes 2 mois d'été et j'ai commencé j'habitais Paris et j'ai commencé à travailler en région parisienne. J'ai eu la chance vraiment d'arriver sur un poste très intéressant. Donc j'étais dans le secteur public dans une institution publique qui était un centre interdépartemental de gestion et qui, du coup, via le centre interdépartemental de gestion, met à disposition un certain nombre de professionnels à disposition des collectivités territoriales. Donc moi, en l'occurrence, j'intervenais dans 3 mairies de différentes communes de la région parisienne en tant qu'assistante sociale du travail. Donc j'accompagnais les personnes salariées dans Mhm. leurs problématiques socio-professionnelles, puisque une problématique financière, une problématique de santé, une problématique personnelle peut impacter très fortement le travail, comme le travail peut parfois impacter fortement la vie sociale. Et du coup, moi, j'étais un petit peu ce pont, pour reprendre ton mot, mais entre faire le lien entre cette vie sociale et professionnelle. Et donc, je recevais les salariés qui étaient employés dans les mairies, que ce soit des personnels qui travaillaient dans l'administratif, mais aussi aux espaces verts. Enfin, dans la mairie, il y a une grande diversité de, de professionnels. Et donc, je travaillais dans une structure où c'était vraiment intéressant parce que je travaillais en collaboration avec des psychologues du travail, des ergothérapeutes qui aménagent les postes de travail quand les personnes se retrouvent en difficulté de santé physique ou émotionnelle, mentale. Et puis, un gros lien aussi avec les ressources humaines avec lesquelles on retravaille aussi sur les reclassements professionnels, sur les difficultés liées aux addictions, liées au, au burn-out, mais aussi Mhm. au bore-out et aussi lié au suicide au travail. On a beaucoup travaillé là-dessus. Mhm. Voilà, donc c'était vraiment au carrefour aussi de plein de professionnels différents et on Mhm. était vraiment une équipe pluridisciplinaire, pardon, c'était vraiment intéressant. Et j'ai eu Ouais. vraiment la chance, parce que je dis vraiment la chance, c'était un premier poste ouais, je crois que j'ai vraiment eu de la chance de l'avoir ce premier poste parce que c'est souvent un poste plutôt pour senior, assistant social du Mhm. travail, on y arrive un petit peu plus tard. J'ai eu la chance, cette opportunité de pouvoir y accéder pour mon premier poste et ça a été une grosse, grosse formation parce qu'on était aussi une équipe solide. Alors à la fois, j'étais très seule parce que on est seul, assistante sociale du travail dans chaque mairie différente, mais on avait des regroupements une fois par semaine et Mhm. c'était très riche de formation et d'échanges. Et ça m'a vraiment, enfin ma formation s'est pas arrêtée à mon diplôme. Et j'ai vraiment continué à être formée avec mes pairs, avec des personnes avec plus d'expérience que moi et ça a été très, très riche. Combien de temps est-ce que tu es resté sur ce poste? Et Je suis ensuite, restée, et pardon, ensuite, pardon, quels sont les autres postes que tu as occupés? je suis restée en poste 5 ans Mhm. sur ce poste-là. Et ensuite, pour des raisons personnelles, j'ai déménagé en Haute-Savoie. Mhm. Et après, je suis allée sur un poste un peu différent, enfin, complètement différent même. Mhm. Je suis allée travailler dans une association, cette fois secteur associatif, avec les gens du voyage. J'ai été attirée par ce public que j'avais un petit peu approché parce que j'avais fait un mémoire sur l'illettrisme. Et voilà, c'est malheureusement un public qui, ne fréquentant pas ou peu l'école, se retrouve souvent en situation d'illettrisme à l'âge adulte.
Quand je dis souvent, je pèse mes mots et je veux le dire avec humilité, mais c'est une réalité. Mm. En tout cas, moi que j'ai repéré et que j'ai pu observer. Ok. Et donc, ensuite, après cette association, ce sont tes deux postes principaux? Oui, tout à Oui. fait. Mhm. Ouais. Wow, donc, une vraie spécialisation au niveau de la santé au travail, Oui, et puis ensuite liée à l'illettrisme autour d'une communauté particulière. tout à fait. Mhm. Oui, lié à l'illettrisme. Et puis, je suis restée quand même parce que dans l'idée ce sont souvent aussi ce public des entrepreneurs. Donc, du coup, l'idée aussi de l'insertion par le travail restait quand même aussi un fil rouge que je n'ai jamais perdu dans mon parcours parce qu'il y avait beaucoup de questions professionnelles et sur quelle est ma place aussi dans ce monde du travail. Donc, ça, c'est Mm. resté aussi. C'est resté dans ce second rôle. Tout à fait. Super. Et donc ces deux expériences, ou en tout cas jusqu'à présent, combien d'années est-ce que ça représente tes expériences dans le social? Ça représente presque 9 ans, mais ce que j'ai oublié, enfin, ce qu'il y a aussi dans ma formation d'assistante sociale, c'est qu'on a des stages. Ben, la première année, il est de 4 mois, mais la deuxième année, en fait, on est 7 mois en stage. Et la dernière année, on est 6 mois et demi en stage. Donc autant te dire enfin, on est presque en poste en fait aussi déjà quand on est en formation. Et donc enfin, ouais, c'est important pour moi de le mentionner parce que j'ai travaillé du coup, pendant presque 9 mois en protection de l'enfance et le reste, c'était en polyvalence de secteur, donc ce qu'on appelle, parce que quand on est à disposition d'un département et qu'on reçoit le public habitant un territoire particulier, un quartier, une commune. Voilà. Donc en réalité, d'autres postes Oui, font partie de ton parcours, un qui est lié à la protection de l'enfance, l'autre qui est plutôt au niveau des habitants. Donc ça fait quand même quatre, même plus que quatre domaines d'expertise autour du social. oui, C'est ça. tout à fait. Et qu'est-ce qui te plaît dans ton métier d'assistante sociale? Qu'est-ce qui fait sens pour toi dans ce travail? Euh, je crois que vraiment, c'est d'offrir un espace où l'autre peut être écouté, vraiment. Alors bien sûr que c'est dans un cadre défini. Enfin, je vais pas l'écouter me parler de tout. Néanmoins, enfin, moi, je laissais toujours la porte ouverte pour écouter même des choses qui ne relèvent pas de la problématique pour laquelle on venait me voir. Mhm. Et, euh, et je trouve ça vraiment intéressant parce que tout est lié. En réalité, si un pan de la vie en particulier ne va pas très bien, parfois il faut le chercher un petit peu ailleurs pour essayer de trouver les liens qui peuvent se faire et de débloquer là où on ne s'y attend pas peut permettre de trouver des solutions là où on rencontre une problématique à l'instant T pour laquelle on vient me voir. Donc c'est vraiment le sentiment de pouvoir, c'est ça, offrir un espace d'écoute de qualité. Enfin, on écoute vraiment. Enfin, on n'est pas. Pour moi, c'est mon outil de travail premier. Et enfin, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas thérapeute, mais c'était vraiment l'outil de travail premier que d'écouter. Et je trouve ça vraiment riche parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'être écouté, on n'a pas le temps d'écouter. Et là, moi, j'avais le temps d'écouter les gens. Et ça, je trouvais ça vraiment, vraiment bien. Parce que je pourrais pas dire que il y avait toujours des solutions. Parfois, il n'y en avait pas. Mais juste de coup, d'avoir été écouté et entendu dans sa difficulté, dans sa vulnérabilité, dans sa tristesse ou dans sa colère, et ben c'est vraiment gratifiant pour moi. C'est Mhm. vraiment quelque chose qui m'importe. En parlant de ce qui est gratifiant, Ouais. quelles sont tes plus grandes satisfactions, tes plus belles satisfactions dans ton parcours dans le social? Ouais. Des choses qui t'ont marqué, ça peut être des situations, des personnes que tu as pu accompagner et qui t'ont marqué positivement. Ouais. Si, il y a eu des personnes, en fait, enfin, dans le social, il y a vraiment des personnes engagées qui remuent ciel et terre, notamment pour faire des interventions sociales d'intérêt collectif, donc plus où on réunit des personnes autour d'une même problématique, Mhm. mais où du coup va se mettre en œuvre plein de ressources différentes, à savoir, enfin, sur le territoire, du coup, on va chercher la boulangerie parce que là, on aura besoin d'avoir
bah, d'avoir un petit café et on va chercher aussi, d'autres professionnels qui interviennent dans le soin et on réunit toutes ces personnes-là autour d'une seule et même problématique, d'une seule et même cause et je trouve ça vraiment génial et j'ai eu notamment une formatrice en stage qui a été, qui pour moi était porteur de ces valeurs, enfin d'un engagement du coup humain, politique extrêmement fort qui m'a beaucoup inspirée et je me disais mais alors c'était presque au détriment de sa vie personnelle hein, parce que du coup voilà, mais j'étais vraiment admirative de cet engagement fort qui fait que c'est presque identitaire et du coup tu y vas tu y vas à fond quoi. Mhm. Ça m'a vraiment marqué de découvrir des personnalités qui du coup ne enfin, ont vraiment cet engagement et cette vision sur le long terme, c'est vraiment très, très, très inspirant. Et quant à moi, sur certains parcours, si, j'ai été touchée profondément. Là, du coup, si c'est sur des moments d'écoute, quand j'ai été du coup, à accompagner des gens plutôt où j'accompagnais des habitants. Et là, à ce moment-là, du coup, il y avait pas mal de personnes âgées. En fait, je pensais pas du tout parler personnes âgées parce que c'est pas du tout le public de prédilection que je. Mais en fait, j'ai souvent été touchée parce que là, bah, justement, ce sens de l'écoute. En fait, je me dis, il y avait bien sûr que je venais pour dépatouiller les papiers parce qu'en plus, avec des maladies dégénératives, parfois avec l'oubli, avec l'incompréhension de ces méandres administratifs, bien sûr que j'étais aidante, mais c'était surtout l'écoute qui était aidante. Et Mhm. là, dans ces moments-là, ben, enfin, voilà, il y a quelque chose qui se crée de l'ordre, je redonne à l'humain ce qu'il est, je redonne sa place à cette personne Mhm. elle existe vraiment. Elle existe, elle est là, elle est vivante et elle importe pour des gens. Enfin là, vraiment, je me suis dit, c'est une visite rare pour cette personne et bah, ouais, ça réconforte beaucoup. Et puis, Mhm. ouais, enfin, des actions collectives aussi sur l'addiction, je me rappelle, ça avait été très, très, très bouleversant sur, finalement, sur ce que le collectif peut amener dans des problématiques qu'on peut dire très tabous quand même, qu'on n'ose pas. Et en fait, quand c'est bien mené avec des professionnels Mhm. euh, Il qui y a ont des de résultats. l'expérience aussi, mais qui sont éveillés à ça, ça fait vraiment des choses formidables. Enfin, Mhm. voilà. Et à contrario, à l'inverse, quelles sont les difficultés ou frustrations que tu as pu rencontrer? Alors ça, beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, euh, l'écoute, bien sûr, a ses limites parce que quand on écoute et qu'on comprend, c'est déjà beaucoup. Néanmoins, quand quelqu'un, bénéficiaire du RSA, n'arrive pas à finir le mois, ce qui Mhm. est tout à fait normal dans le contexte alors de l'époque, mais encore plus actuellement, Mhm. en fait, moi, étaient à ma disposition des dispositifs d'aide financière qui, de toute façon, n'étaient pas suffisants. C'était, Mhm. un pansement sur une jambe de bois et c'est tellement frustrant de devoir être ce vecteur, ce porte-parole Mhm. d'un refus et puis ben, d'une précarisation qui ne peut pas s'améliorer structurellement parce que du coup, incapacité ben, euh, professionnelle, physique, personnelle, plusieurs facteurs font que des gens ne peuvent pas ou ne pourront jamais aller vers l'emploi. Et en fait, ça n'est pas leur faute. Ça n'est pas leur faute. Et en fait, ben, ce sont des gens qui sont condamnés à avoir une existence de frustration. Et du coup, d'être cette porte-parole, d'être tout le temps là à dire en fait, bah, il y a, du coup, oui, il y aura 50 euros d'aide financière ce mois-là, ou alors vous pourrez participer à l'épicerie solidaire, qui est quand même l'espace merveilleux, mais qui est quand même très stigmatisant. C'est vraiment dur. C'est vraiment Mhm. dur. Et du coup, moi, tous les jours, rentrer chez moi dans un cadre que j'estime privilégié, puisque du coup, j'ai les moyens de Mhm. faire des choix, de vivre comme je l'entends. Et ben, c'était vachement, vachement confrontant, Mhm. du coup, d'être à la fois la personne qui dit bah non, vous pouvez pas avoir 50 euros pour finir le mois, et moi de rentrer chez moi, ben où ça va. Et du coup, c'est Mhm. toujours très confrontant, je trouve. Mhm. Waouh, Voilà. merci pour ce partage. Ouais, c'est fort, hein. C'est pas évident. Ouais.
À quel moment justement, est-ce que c'est par rapport à ces frustrations, mais en tout cas, à quel moment est-ce que tu as eu, du coup, l'envie de changer, l'envie de voir autre chose? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui t'a amené à faire aussi, ce dont tu vas nous parler après? Ouais, moi je crois que alors du coup j'ai eu un arrêt, physiologique parce que, du coup j'ai arrêté de travailler pour élever mes enfants, pour Mmh. accompagner mes enfants, dans les premières années de la vie. Peut-être que je me serais pas trop posé la question d'arrêter ou non s'il y avait pas eu la maternité. C'est vraiment la maternité qui a fait un stop et qui m'a permis de prendre du recul aussi sur ouais, qui j'étais, ce que je Mmh. faisais, le sens que j'y mettais, vraiment. Mmh. Donc, ouais, c'est vraiment la maternité qui m'a permis de couper et de prendre mon recul. Il y avait une La deuxième partie. maternité de ton premier enfant, c'est ça? Ou deuxième? Ouais, c'est ça. Mon premier enfant, j'ai fait un arrêt de 9 mois. Enfin, j'ai pris un congé parental de 9 mois. Mais ensuite, à mon deuxième enfant, alors il est arrivé dans une période particulière qui était le Covid. Mmh. Et du coup, je ne suis pas retournée. J'ai pris la décision de rester plus longtemps avec lui. Et j'ai eu mon troisième enfant ensuite, 2 ans et demi plus tard. Et du coup, enfin, en enchaînant les grossesses, je n'étais pas retournée dans le milieu du salariat, hein, dans une institution classique. Donc voilà, ça a été un arrêt qui Ça a m'a été un permis de... arrêt et en quoi cet arrêt t'a, comment dire, ouvert d'autres perspectives, une autre vision, d'autres ambitions? Ouais. Euh, bah, c'est vraiment venu me décentrer. Enfin, du coup, là, j'avais vraiment juste à me préoccuper de... Avant, enfin oui, j'avais à me préoccuper de ma personne, de mon équilibre et de mon bonheur et des soucis du quotidien. Mais là, quand on a un enfant, c'est venu vraiment décentrer les choses et donc la prise de recul a été énorme et c'était Mmh. presque, du coup, là, pour le coup, intolérable en fait d'écouter les autres plutôt que d'écouter mon enfant. Enfin, il y a vraiment eu cette incapacité finalement d'une disponibilité mentale pour d'autres, en me disant en fait, mais qui est-ce qui a besoin de moi ici et maintenant? C'est mon enfant, ce ne sont pas les autres pour l'instant. Enfin, Mmh. en tout cas, je ne suis pas capable de donner autre chose. Mmh. Donc, c'est ce qui vraiment m'a permis de prendre du recul. Et puis, enfin, voilà, là, j'en parle avec du recul sur l'idée de cette histoire de ben, structurellement, j'écoute les gens, mais ça ne suffit pas parce que derrière, les moyens ne suivent pas. C'est vraiment venu me heurter à ce moment-là. Enfin, quand j'étais dedans, je ne m'en rendais pas autant compte que quand je me suis arrêtée et voilà, que tout ça m'est revenu aussi. Enfin, C'est l'association des 2. C'est ça te voilà, revient, tu prends conscience, pleinement conscience du fait que tu peux pas aider les gens comme toi tu voudrais, tu es limité tout et à en fait. même temps, tu es face à tes propres enfants qui ont besoin de ta présence, d'être pleinement disponible. Donc beaucoup d'éléments qui font que en fait, ce domaine-là, c'est peut-être plus ça ou en tout cas, ça ne répond plus forcément où tu n'as plus envie d'y mettre ton énergie à ce moment-là. À quel moment, ou plutôt, alors du coup, tu nous as dit à quel moment, mais comment t'es venue l'idée de devenir conteuse de naissance? Qu'est-ce qui t'a inspiré? C'est pas un métier qui est commun, c'est pas une activité commune. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? L'idée? Oui. Eh bien, là aussi, c'est la maternité vraiment, parce que l'idée m'est venue du coup avec mon aîné qui aura bientôt 10 ans. Et moi, je me suis vraiment trouvée confrontée quand mon enfant est né à l'envie de dire, du coup, à l'envie d'être écoutée, de dire la naissance et de dire ce que j'avais traversé. Alors, bien sûr, c'est pas venu tout de suite. Mais j'ai quand même eu envie de dire tout et de raconter dans les détails comment j'avais ressenti les choses physiquement, émotionnellement, euh, enfin, et le décalage que je ressentais. euh, et en fait, bah, on essaye de le faire un petit peu dans les rendez-vous qu'on peut avoir, les rendez-vous médicaux de suite de couche, parce qu'il y en a en postpartum. Néanmoins, en fait, bah, c'est bien normal, mais les rendez-vous sont chronométrés. Enfin, on n'a pas 2 heures, 3 heures de temps devant nous pour tout raconter. Et aussi,
j'ai été super gênée pour en parler finalement à ma famille et à mes amis, même proches, et presque parasitée parce qu'en fait, on a envie de donner son avis. Et enfin, c'est naturel, mais et du coup, en fait, moi, je disais non, j'ai juste envie que vous m'écoutiez là. J'ai juste envie de dire toute la vérité de ce que j'ai ressenti. Euh, et puis aussi, moi, enfin, voilà, ce qui m'anime vraiment, c'est que moi, j'ai perdu ma maman très jeune et donc je connais pas toute l'histoire de ma naissance. Et ça m'a vraiment manqué quand je suis devenue maman. De me dire, mais alors pour moi, ça s'est passé comment exactement? J'ai pas pu le partager avec elle. Et même s'il y a toujours mon papa, enfin, quand on ne le vit pas dans sa chair, ben, c'est un petit peu différent. Et puis, Hmm. bah, les coparents de l'époque ont été parfois, souvent moins investis que les coparents actuels. Donc, du coup, j'ai pas eu toutes les informations dont j'aurais aimé avoir. Et c'est vraiment ça qui a motivé cette envie de devenir conteuse des naissances, d'écouter les parents, me raconter la naissance de leur enfant sans être interrompue, jamais, sans être jugée, jamais, et en ayant tout le temps de le dire, quoi, dans toute sa réalité, sans Quand tu avoir dis, peur de faire pleurer l'autre ou de... hmm. Voilà, Quand tu dis naissance, c'est aussi toute la grossesse? tout à fait. Moi, j'aime bien partir. L'histoire de la naissance, pour moi, elle commence avec l'histoire des parents. Hmm. Euh, ou alors d'une mère ou d'un père seul, parce que parfois il y a des parcours aussi où l'on choisit la parentalité en solitaire. Oui. Belle aventure. Mhm. Mais du coup, j'aime bien venir, moi, du coup, au tout début de l'histoire. Et donc, D'accord. l'histoire de cet enfant, il vient bien sûr avant sa naissance et il vient en général le jour où vient l'idée de cet enfant, ou alors Hmm. vient cette rencontre amoureuse ou cette Mhm. rencontre de partenaire d'une vie pour élever un enfant. Donc je Et sais comment, bien avant. d'accord, donc bien avant, ce qui est très précieux, effectivement, comme tu le disais, quand on est après l'enfant en question, c'est des éléments qui sont très importants pour sa propre, je dirais pas construction, mais parfois c'est son développement personnel à un certain âge. C'est super intéressant aussi, on a des mécanismes, des schémas Oui, qui viennent de ce moment-là, de la naissance, de l'accouchement, de la grossesse, qui peuvent être très importants à connaître pour dénouer tout ça. oui, Et la question c'est, comment est-ce que ça prend forme? Donc j'entends, ces personnes viennent te parler de la naissance, alors autant, comme tu dis, de la rencontre, de la grossesse, de l'accouchement. Hem, Comment est-ce que ça prend forme au-delà de l'échange? Est-ce qu'ensuite derrière c'est retranscrit sous forme, d'écrits, de contes? Comment est-ce que justement tu retranscris tout ça, matériellement? oui. Eh bien, c'est retranscrit dans une forme écrite. Mmh. Euh, je pense pour pouvoir se projeter, j'aime beaucoup l'idée de romancer. Enfin, moi, ce que j'aime me dire, c'est qu'on va entrer dans cet écrit, Mmh. dans un roman. Enfin, vraiment comme dans une histoire où on doit se laisser prendre par l'émotion. Et vraiment, je crois que mon vecteur à moi, c'est vraiment l'émotion. Et le subtil derrière les faits, le subtil derrière euh, les années, enfin la chronologie. Euh, donc ça se présente sous forme de petits chapitres. D'accord. Ça fait en fonction du temps durant laquelle les parents auront déposé leur histoire, ça peut faire d'une vingtaine à une trentaine de pages qui se découpent en petits chapitres. Mmh. Mais l'idée, c'est vraiment d'une romance. Et moi, d'une Mmh. romance, mais qui est réelle. C'est pas dans le sens d'une romance fictive, c'est vraiment une romance de la réalité, dans l'idée d'y mettre de l'émotion et, et d'aller y chercher la surprise, le suspense, de revivre l'émotion du moment. Alors bien sûr, elle est dite et elle est teintée de la date à laquelle on l'a dit. Si on l'a dit alors que l'enfant a 2 ans, à 2 semaines ou à 20 ans, ce sera différent. On la dira de manière différente. Néanmoins, quand on la raconte, on a toujours bah, une émotion particulière. Et c'est ça que Mmh. j'aime retracer voilà, avec un style plutôt littéraire, D'accord. mais qui soit... j'aime bien le rythme, Mmh. j'aime bien les silences, et du coup, j'aime bien des phrases assez courtes. Mmh. Euh,
y met de la texture. Donc j'entends un- par des répétitions de mots parfois, euh, par des métaphores beaucoup. J'aime beaucoup l'image, comme voilà, l'imagée par des odeurs, des saveurs, des couleurs, Mmh. des musiques. Et par exemple, si tu prends des personnages, c'est les mêmes prénoms? Oui, D'accord. oui, 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 bien sûr. C'est vraiment. Et j'ai le parti pris aussi d'écrire en jeu. Mmh. Parfois, ce sont les deux parents qui me racontent l'histoire de leur enfant. Parfois, c'est juste la maman. Je n'ai pas encore eu le cas d'un papa seul, d'un homme seul. Mmh. Mais du coup, je prends le parti pris d'écrire en jeu. Donc, c'est les parents qui s'adressent à leur enfant. Mmh. Et ça commence souvent par euh, je, voilà, je viens te raconter ton histoire. On va, Mmh. j'avais envie de revenir sur les débuts de ta vie, sur les débuts de nos vies de parents. Et voilà. Et je parle toujours en jeu. Mmh. Et combien de séances il faut pour arriver à ton livre en Eh général? bien, je prends le parti pris aussi de faire une séance qui Ah. dure, il faut compter bien 3 heures. Mais du coup, j'aime l'idée vraiment d'un unique moment. Mmh. Bien sûr, après, il y a souvent des choses qui reviennent dans les jours après. Et du coup, je suis tout à fait à l'écoute. On peut Mmh. m'envoyer des vocaux, on peut me rappeler, on peut m'écrire un mail s'il y a des choses qui restent. Néanmoins, par expérience, pour l'avoir fait 2 ou 3 fois, on a fait plusieurs séances. Mmh. Il y a quelque chose qui fait que enfin, il y a quelque chose en moins, en fait, je trouve, alors c'est peut-être de ma place d'autrice à moi, là, d'écrivaine qui parle, parce que du coup, il y a quelque chose de décousu, parce que je retrouve pas l'émotion intacte telle qu'on l'a laissée quand on s'est quitté. Mais ouais, j'ai vraiment le parti pris de me dire, c'est euh, c'est un instant T, mais on a tout le temps de le faire. Mmh. Et voilà, et c'est vraiment de se dire, c'est un moment, une photographie. Je l'écris aussi à cet instant-là, je suis ce parent-là à cet instant-là, j'étais là, et je te livre à cet âge-là. Et si on le refait dans 5 ans, je dirais autrement. Mais, Oui. mais j'accepte aussi que ce soit maintenant. Mmh. Et qu'est-ce que ça t'apporte de faire, ce rôle de conteuse, de naissance? Ben, du coup, ça m'apporte tellement, ça m'apporte tout. Enfin, ça m'ouvre euh, aux portes d'une intimité. Euh, je trouve que je me suis toujours intéressée à l'humain, à Mmh. comment il fonctionne. Et du coup, je suis curieuse et c'est merveilleux de pouvoir entrer dans cette intimité et de voir combien c'est personnel, mais à la fois c'est universel dans nos émotions, dans nos ressentis. Et je parle de là aussi en étant consciente, et j'ai accueilli des histoires heureuses, Mmh. toutes, mais des histoires aussi qui sont traversées d'épreuves avec des enfants qui sont nés, mais qui ne sont nés pas vivants, qui sont nés morts. Mais l'émerveillement reste intact pour Mmh. ces histoires comme pour les autres. Et vraiment d'avoir cette porte ouverte, cette chance inouïe de vivre euh, à travers des yeux, à travers mes yeux, cette intimité, de connaître par, par tous les sentiments par lesquels les humains peuvent passer. Et c'est pas n'importe quel sentiment que la naissance. Enfin, c'est absolument transcendant, absolument déconcertant, absolument bouleversant d'être présent aux premières loges de ça. Donc, enfin, déjà, à chaque fois, moi, je reçois un cadeau immense, et ça vient assouvir aussi un besoin pour moi d'écrire. Mmh. Je l'ai pas dit au début, mais depuis toute petite, j'écris. Enfin, j'écrivais aussi des pièces de théâtre que je faisais faire à mes cousins, cousines, donc je les mettais en Mmh. scène. Enfin, j'écrivais bien sûr mes journaux intimes, mais j'écrivais des bandes dessinées avec une copine qui dessinait bien. Euh, j'ai toujours adoré écrire, et donc du coup, ça m'apporte tellement de matière pour Mmh. explorer différentes manières d'écrire. Et maintenant, je vais vers le chemin d'une écriture que j'assume davantage, et qui est une écriture vraiment sensorielle, avec de la Mmh. texture, avec des émotions, avec des sens, beaucoup de sens. Et du coup, sans toute cette matière que
eh ben, je n'aurais pas pu le faire. En tout cas, c'est peut-être que, enfin, je crois que je nourris le rêve un jour de pouvoir écrire mon propre roman fictif. Néanmoins, là, aujourd'hui, c'est venu vraiment assouvir ce besoin d'écrire. Et Génial. enfin, c'est trop beau, quoi. Et qu'est-ce que tu disais? Tu disais qu'il y a toujours, ce que tu retrouves, c'est l'émerveillement. Oui, Si on cherche un peu un point commun, les émotions, ce que tu vois se dessiner, si je puis me permettre un pattern entre toutes ces histoires que tu retranscris, qu'est-ce que tu pourrais dire, sur, peut-être, l'universalité de toutes ces histoires, de toutes ces expériences humaines qui peut ressortir dans l'écoute que tu as des naissances? oui. Euh, ce qui les lie, je crois, c'est vraiment euh, ce besoin d'être dit Mmh. pour être transmis, Mmh. pour, euh, pour, euh, pour s'inscrire dans un grand livre de la vie, pour Mmh mh. s'inscrire dans une histoire, dans un avant, dans un après, et du coup d'être vraiment mieux dans un maintenant aussi. Mmh. Comme tu le disais, tu l'as soulevé très tôt et très justement, je crois que vraiment savoir d'où l'on vient, c'est un petit peu plus un pas pour comprendre qui je suis. Et en Et termes de excuse-moi, bien et sûr, en termes plus de du moment, quand tu écoutes les histoires, qu'est-ce oui, qui revient dans les moments? Je parle particulièrement de la naissance, de l'accouchement. oui, Qu'est-ce qui revient souvent en termes d'émotions, de sensations, de oui. c'est sur Et ça que quoi qu'il arrive, je crois que c'est le vertige. mmh, Le vertige dans tous les sens du terme, le vertige qui donne envie de sauter, mais qui fait très peur, le vertige du coup, j'allais dire, de nouveau, qui émerveille, mais qui hypnotise un peu, le vertige qui annonce quelque chose de nouveau aussi, de dire il y a quelque chose après de mmh, possible. Et ça, je crois que c'est vraiment commun à chacun, mmh. d'avoir quelque chose de très vertigineux. Waouh, merci pour ce partage. On retrouvera donc on va mettre toutes les informations sur ton site, sur tes prestations en description de la vidéo pour les personnes qui s'intéresseraient, à cette prestation, qui aimeraient, au-delà d'une prestation, une expérience, te partager leur, la naissance de leur enfant, cette expérience qu'ils ont vécue pour la retranscrire. Est-ce que tu envisages d'en faire un audio, une vidéo, un dessin animé? Enfin, c'est très ouvert, hein. Mais est-ce que tu aussi envisages d'autres formats que le livre? Tout à fait. J'ai déjà d'ailleurs fait, à la demande de parents, je l'ai compté à l'oral. Et donc dans un format MP3, je l'avais envoyé tout simplement. Mais oui, parce que bah, au départ, enfin, il l'avait mis, leur enfant avait 5 ans, donc il l'avait tout simplement mis dans sa boîte à histoire pour qu'elle écoute son histoire. Et comme c'est en jeu, du coup, c'était Mmh. papa et maman qui racontaient l'histoire. Mmh. Donc ça, j'ai vraiment aimé. En revanche, voilà, j'ai pas répété l'opération plus de 2 fois. En termes D'accord. de temps, en termes de logistique, de matériel aussi, Mmh mh. voilà, je me sentais pas hyper à l'aise, même si du coup ils ont été ravis de recevoir ce format-là également, mais voilà, effectivement, c'est vraiment. Et moi, je trouve qu'effectivement, j'aime beaucoup le faire personnellement, mais je trouve que la photo, l'image, sert vraiment autant que les mots et que les mots peuvent servir autant l'image. Et Mmh. enfin, moi, j'aime beaucoup ces instants figés, ancrés, pas figés, mais justement ces instants qu'on prend, que je prends moi en famille à faire des photos avec une photographe une fois par an. Enfin, et j'aime beaucoup les photographes qui prennent sur le vif, qui sont aussi des photographes de l'émotion plutôt que des Mmh. photographes plus, plus Et secondaires aussi dans le. Enfin, je sais pas trop dans le. Et du coup, effectivement, que je me dis que l'image peut servir beaucoup les mots et le récit. mmh. C'est dans un coin de ma tête aussi pour faire évoluer les choses de ce côté-là. Génial. En tout cas, merci infiniment Coralie pour, cet échange, tout ce que tu nous as partagé sur ton parcours qui est inspirant
et bah, je te souhaite le meilleur pour la suite, concernant cette activité et je me réjouis d'entendre, des voilà, des histoires aussi, des retours de personnes qui ont pu, partager, la naissance avec leurs enfants. Merci infiniment. Merci à toi, Leïla. Merci pour tout, pour ces temps précieux aussi où je me suis sentie écoutée. Et c'est